le populisme est la chose la plus dangereuse pour une nation. Ne conduisez pas vos élus dans le populisme. Profitons de la disponibilité du régime actuel pour faire les actes de courage qui vont faire que dans quelques années, nous serons regardés autrement. Cela pour planter le décor de la suite des négociations pour que nous puissions vous accorder ce que le pays peut accorder. Pour que nous puissions obtenir ce qui ne compromet pas l'intérêt général, pour l'heure tout au moins. En fait, on avait avancé sur, par exemple, la question des statuts particuliers. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, la commission que nous avons décidé, enfin, que le gouvernement nous a proposé de mettre en place, quel est son rôle si vous nous tenez ce discours-là ce soir? Oui. J'ai le sentiment que nous avons reculé. La deuxième chose, vous avez demandé qu'on vous dise si vous avez eu tort sur des choix, la pertinence d'un certain nombre de choix. J'ai le sentiment que vous avez eu tort, par exemple, en faisant le nouveau statut spécial des magistrats. Si vous aviez estimé que ce sont des agents de l'État qui ont besoin d'un minimum pour accomplir la mission que la nation leur a confiée, le même raisonnement devrait jouer pour les autres travailleurs. Donc aujourd'hui, on aura du mal, vous, aussi bien vous que nous, on aura du mal à aller dire aux autres travailleurs, vous devez attendre que nous fassions les puits, que nous fassions l'électricité. Pendant ce temps, une catégorie de travailleurs peut avoir 800 000 francs en commençant enfin, comment on dit ça? En début de carrière. Là, on est en difficulté, monsieur le Président de la République. Merci d'évoquer ça et on peut se demander parfois si on n'a pas tort. Parce que cette décision qui nous engage tous et qui nous poursuivent sont de nature à créer l'inflation et à frustrer d'autres dans le pays. Mais c'est ça la difficulté de la gestion. Parfois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont plus vitales que d'autres. Et on cède. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez la Caisse autonome d'amortissement, la CA. Il se passe à une crise actuellement à la CA. Une crise de confiance entre la CA, le ministère des Finances et en tout cas le gouvernement. Il y a des choses graves qui sont passées. La Banque islamique de développement, la BID, nous a accordé un crédit pour financer la microfinance, notre politique de microfinance. Et la partie qui est annulée, c'est combien? 30 millions de dollars. Donc c'est environ 15 milliards de francs CFA que la Banque islamique de développement met à la disposition de l'État du Bénin, du gouvernement, comme crédit, à un taux très réduit, destiné à être retrocédé au Fonds national de microcrédit, le FNM, aux mêmes conditions que la banque les a cédées à l'État. Parce que la Banque islamique de développement, qui a des fonds islamiques pour les convenances religieuses, dit l'argent ne doit pas générer des intérêts qu'on sort, on peut mettre des frais de fonctionnement, bref. Et ce guichet existe à la Banque islamique de développement. Donc on a mobilisé 15 milliards que l'État doit retrocéder tel quel au Fonds national de microcrédit pour financer la microfinance. Pour financer les microcrédits dont nous avons besoin, dont les plus petits, les pauvres, les aimes, ceux qui ont les petits ateliers ont besoin. Et c'est les plus nombreux, l'artisanat. Il y a un arrêté qui existait depuis quelques années, ce n'est pas depuis 10 ans ou 15 ans, et qui prévoit que la Caisse autonome d'amortissement qui gère la dette publique, qui gère ce genre de dossier de crédit de l'État, les rétrocessions, un arrêté prévoit que chaque fois que l'État mobilise, le gouvernement mobilise, l'État central mobilise un crédit, un financement, qu'il doit retrocéder à un de ses démembrements, la SBE, la SONEB ou le Fonds national de microcrédit, qu'il peut avoir, en retrocédant le crédit, on peut rajouter d'autres frais
dans certaines circonstances, par exemple des intérêts de retard, en cas de paiement en retard par celui à qui on a retrocédé le crédit. Et ces frais qu'on peut ajouter aux frais, aux intérêts de départ en retrocédant, que ces frais-là, une bonne partie est partagée au personnel de la CA. En prime. Les primes, vous savez qu'on en crée de toutes parts. Voilà un genre de prime que les salariés de la CA, ou qui ont un salaire qui est payé à partir des impôts des couturiers, des gens qui ont l'atelier, des émigrants, des pauvres, ils ont un salaire qui est payé à partir des impôts qu'on collecte, la TVA, la douane qu'on collecte sur ces gens-là. Ils ont déjà leur salaire. Et quand on doit faire du crédit à ces gens-là pour leur activité, avec des taux réduits qu'on a obtenus auprès des bailleurs de fonds, eux, ils mettent encore des charges dessus qui se partagent en prime. Dans certaines circonstances. Et dans le cas présent, la BID a refusé. Elle a dit, vous devez transférer le crédit au Fonds national de microcrédit tel quel, sans rien rajouter. Et les agents de l'État, vos collègues de la CA, pendant des mois, ont résisté. On dit niet. Que ici, les tests permettent à la CA de rager. C'est un arrêté, ce n'est même pas une loi qui leur confère ce droit-là. Et ils ont bloqué, pendant des mois, presque pendant un an, la mise en œuvre de ce crédit. Parce que la BID n'était pas d'accord et ne donnait pas le feu vert pour que la convention de rétrocession établie ainsi entre en vigueur. De guerre lasse, la BID annule ce crédit au profit des plus pauvres. Cette non-autorisation a eu lieu il y a quelques mois entre un crédit qu'on a mobilisé à la BEI et qu'on a transféré à la SONEB pour l'eau. Les mêmes choses ont été faites. On dit, il ne faut pas tout supprimer tout de suite, réforme, non. On dit, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire immédiatement avec toutes les réformes qui sont en cours. On ne peut pas supprimer tout aux travailleurs parce qu'on va dire, non, le gouvernement en fait trop. Je me demande s'ils n'ont pas eu tort de ne pas supprimer très vite ces genres de primes et le fait de les avoir laissés, voilà ce que ça vient de générer, d'engendrer. La quête, la recherche de l'intérêt de primes de soi a mené ces gens-là à nous faire perdre 15 milliards aux plus pauvres. C'est malheureux. C'est triste. Et c'est ça qui nous caractérise, qui caractérise la fonction publique. Parfois, on a tort de faire certains choix pour vous satisfaire. Parce qu'on n'a plus la sérénité. Parce que ceux qui nous ont précédés ont perdu la sérénité devant vos exigences. Parce que parfois, vos exigences sont légitimes. Mais quand on est un bon arbitre, il faut avoir le courage de faire les bons choix, mais avec ce qui nous manque à nous, la nécessité d'échange, de dialogue, de pédagogie. Sans remettre en cause l'intérêt de la commission, il s'agit pour nous, pour vous, qu'à l'occasion de regarder vraiment ce qui est possible. En fait, ce que je voulais dire. De regarder ce qui est à notre portée. Et de ne pas faire de la satisfaction de ces exigences un prétexte de grève illimitée.
situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et si nous ne pouvons pas nous engager tout de suite et de manière durable sur certains engagements, sur certaines promesses, il faut retenir à quelle périodicité on se revoit pour apprécier. Pour voir, est-ce que le temps est arrivé pour mettre en œuvre tel engagement. C'est ça la nuance, je ne sais pas si vous percevez. Au lieu de dire maintenant on s'engage et que dans tel nombre de mois on met en œuvre, je dis si nous n'avons pas les moyens aujourd'hui et nous ne savons pas sur les moyens demain, et de voir les périodicités durant lesquelles on peut, les périodes pendant lesquelles on peut se revoir pour convenir de la mise en œuvre. Donc si on s'engage, il faut s'engager sur un calendrier de rencontres pour fixer les périodes de mise en œuvre et non nous engager maintenant sur la date d'effet de ces engagements. Je vous remercie. Oui. Merci bien, Monsieur le Président de la République. Non, je crois qu'il y a un problème dans notre pays. Les salaires, parce que vous avez écouté tout à l'heure, vous avez semblé montrer que les salaires, les ministres ne gagneraient pas ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Mais le salaire des préfets est un indicateur. Les préfets, avec 5 millions, salaire, vous nous direz que ce n'est pas le salaire, mais avec les accessoires du salaire, ils sont à 5 millions. Le préfet est sous le ministère de l'Intérieur. Je suppose que le ministre de l'Intérieur ne peut pas gagner moins que le préfet. Donc, je vais vous expliquer, pour oui. que vous n'ayez pas plus loin dans votre erreur. Les fonds dont dispose le préfet ne sont pas destinés à sa rémunération entièrement. Oui, j'ai dit. Et il peut disposer d'un fonds pour les besoins d'administration. Il y a des choses que je ne vais pas révéler ici parce que ça relève du fonctionnement de l'État et parfois parce que le préfet, il gère des services sensibles. Je donne un exemple très simple, sans aller plus loin, parce que parfois j'aime bien parler, parce que il y a pas ce qu'on appelle les fonds de renseignement dont dispose le préfet, qui ne sont pas destinés à sa propre rémunération. Si c'est au niveau des préfets, si vous l'intégrez, vous verrez qu'il gagne peut-être plus qu'un ministre, ou bien qu'il va moins, mais ce n'est pas son salaire. Ce n'est pas dans le salaire. Ce n'est pas dans le salaire. Donc ne confondez pas certaines mises à disposition de ressources pour des choses qui sont liées à la fonction de la représentation, à des missions. Je peux aller? Oui. Bon, je crois qu'il faudrait que, si vous voulez que les Béninois comprennent, il faut publier les salaires. Publier, rendez public les salaires politiques. C'est important. Et quand le président, il faut aussi faire des efforts parce que vous dites qu'il faut qu'on serre la ceinture et tout, mais il faut aussi qu'il y ait des efforts de là-haut. Parce que la gouvernance doit être une gouvernance par l'exemple. OEA, le président OEA, votre homologue du Libéria. Je vous réponds en même temps. Il a dit 25% de son salaire, il y a un abattement de 25%. Je vous réponds en même oui, temps. oui. Je n'ai pas fini, mais non, vous me... pour que ça va peut-être conditionner la suite de vos propos. Oui. Vous n'avez pas noté que les charges de fonctionnement du gouvernement ont baissé? Vous n'avez pas noté dans le budget? Vous n'avez pas subi ça à l'Assemblée? Que nous baissons chaque année les charges de fonctionnement du gouvernement? Que ce soit la présidence, que ce soit les ministères, depuis 2 ans, nous baissons sur les 2 exercices, nous avons baissé chaque fois les charges de fonctionnement. Donc, globalement, salaires, frais de fonctionnement et consorts sont en baisse. Mais on n'a pas baissé les salaires des fonctionnaires. Non, les salaires des fonctionnaires ont baissé. 6%, vous avez prélevé 8%. Au niveau de la part ouvrière à verser au Fonds national de retraite, nous avons senti cela, qu'il y a quelque chose que nous avons perdu sur notre salaire. Non, ce n'est pas votre salaire. Oui. Comme ils l'ont reconnu, c'est quelque chose, une décision qui relève d'une loi de 2015 avant qu'on arrive. Mais en contrepartie, vous allez reconnaître que les conséquences du gel des avancements ont commencé à être soldées. Tous les mois, nous rajoutons 1 milliard de plus, tous les mois, pour payer le rattrapage, conscient du fait que cette décision 2015 peut pénaliser les travailleurs. Et sur instruction du chef de l'État, nous le faisons tous les mois. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'en définitif, en net, ça augmente? Ça a augmenté. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, dans le tas que j'ai, globalement,
il y a une augmentation du net, ça dit par mois. Absolument. C'est mon constat, moi. Hein, c'est ce que je regarde. Je ne regarde pas le détail, mais je regarde si, globalement, la masse salariale, le net perçu par le travailleur a diminué. Mais en faisant ce rattrapage, il semble qu'il y a bien une correction. Et je suis sûr que votre net n'a pas diminué en tenant compte de ces deux-là. Notre choix n'est pas de baisser le salaire des salariés. Nous n'avons pris aucun acte. Nous n'avons pris aucun acte depuis 2 ans pour réduire le revenu net des travailleurs. Maintenant, nous sommes dans un pays, vous avez fait des efforts pour les magistrats. Il y avait déjà des efforts, parce que j'ai parlé avec un magistrat, il y a eu une semaine qui me disait, un ami qui me demandait quel est mon grade. Je lui ai dit que je suis A1-10, professeur certifié A1-10. Il m'a dit, combien tu perçois? Je lui ai dit, ça fait moins de 400, un peu moins de 450 000 francs. Alors, lui, il dit qu'il est au double, déjà. Et vous avez pris une autre loi. Vous avez la loi de la magistrature, où il y a des coefficients d'indexation et tout ça. C'est bien. On vous félicite pour cela. C'est une très bonne chose de mettre les gens dans les meilleures conditions. On n'en est pas jaloux, on vous en félicite. Mais en même temps, il faut que pour les autres corps, les enseignants, parce qu'avant d'être magistrat, avant d'être médecin et tout, on passe par les enseignants. Donc les statuts particuliers, parce que vous avez estimé tout à l'heure à une soixantaine de 70 milliards, donc ça fait beaucoup et tout. Mais il faut que les enseignants soient dans les meilleures conditions, parce que si on n'investit pas dans l'enseignement, ce n'est pas la peine. Il faut investir aussi dans les enseignants pour qu'ils soient dans les meilleures conditions aussi. C'est des travailleurs comme les autres. Donc, si vous avez fait pour les autres, il faut penser aussi aux enseignants. Et vous pensez à toutes les autres couches, tous les fonctionnaires aussi. C'est indispensable parce que nous allons tous sur le même marché. Nos épouses vont sur le même marché. Voilà, je vous remercie. Donc, nous convenons qu'il faut le faire graduellement. Il faut tenir compte de ce qui est accordé à un groupe social. Il faut penser aussi aux autres. Et c'est en fonction des moyens que nous avons, que nous allons progressivement. On ne va pas revenir en arrière sur ce qui est déjà acquis. Monsieur le ministre des Finances. Non, je voulais juste indiquer que concernant les enseignants des deux ordres, donc enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, vous reconnaissez qu'à partir de 2016, il y a eu revalorisation du coefficient. L'indice est maintenant à 1,50. Donc pour les mêmes corps pour lesquels nous parlons du statut particulier qui va en générer les 60 milliards, je veux qu'on reconnaisse quand même que nous sommes passés à l'indice 1,50 en 2016. Donc quand on passe à 1,50, c'est arithmétique, vous voyez les impacts que ça a sur ce corps. On a encore beaucoup de marge de progrès. On voudrait bien les mettre à l'indice 3, l'indice 5. Mais en 2016, on a pour ces deux ordres 1,5, 1,50. 1,25, enseignement des deux ordres, technique, c'était au 1er janvier 2011. En 2016, 1,50. Effectivement, pour les enseignements du supérieur, les indices sont variables en fonction de 1,50 à 1,3. Bon. Même si c'est 1,25, ce que je veux dire, c'est que en 2016, il y a eu revalorisation, n'est-ce pas? Mais ce que je voudrais insister, c'est que non seulement il n'y a pas eu d'actes pour baisser le pouvoir d'achat, mais il y a plutôt des actes pour augmenter le pouvoir d'achat pour les mêmes catégories pour lesquelles il faut qu'on étudie la question du statut particulier. C'est vous qui avez levé le doigt. Aujourd'hui, ce qui est grévé sur le salaire d'un agent, ce n'est pas seulement les besoins de l'agent qui érodent son pouvoir d'achat. C'est la chaîne de solidarité qu'il y a autour de ce pouvoir d'achat-là, qui intègre les personnes dont vous avez parlé, Monsieur le Président. C'est tout ça qui est dedans. Et lorsque nous insistons, nous sommes ici en face d'une crise, Monsieur le Président. On n'est pas en négociation ordinaire. On n'est pas en train de faire un débat sur des sujets qui nous préoccupaient pendant longtemps. Nous sommes ici, on veut sortir du bout du tunnel. Et quand on veut sortir du tunnel, on s'efforce à aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, Monsieur le Président, c'est que nous n'allons pas rester ici pour comparer la situation du magistrat. Nous n'allons pas rester ici pour dire que les plus pauvres n'ont pas ici, n'ont pas ça. Il faut que nous puissions nous mettre en tête qu'il y a des éléments objectifs, comme vous l'avez reconnu, qui ont amené la situation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons pour sortir de la crise? Les informations que le ministre a sorties, le ministre des Finances a sorti sur les chiffres qu'on vous a communiqués. Ce que moi j'ai cru comprendre lors de la négociation avec le gouvernement, ces chiffres-là, c'était les propositions des syndicats. Enfin, c'est ce que nous, on a compris. Et c'est ça qui justifie qu'il y ait une commission pour regarder ces chiffres-là
et les réintégrer dans le contexte que nous avons. Le principe de l'application du statut particulier, je crois qu'on a commencé par appliquer le statut. Donc, on ne fait même pas un débat sur l'application du statut particulier, puisque ça a déjà commencé. Les 1,25, les CAIP, tout ce qu'on a organisé au niveau là, on a déjà commencé par appliquer les statuts. On est arrivé maintenant au niveau de l'incidence financière. Une commission a travaillé. Une évaluation a été faite avec même les cadres du ministère des Finances. Mais selon le point qui a été fait et que nous avons acté au niveau de la grande commission, c'est que ces propositions-là seraient des propositions de la partie syndicale. Et que maintenant, le gouvernement, en fonction de la situation de la caisse, va faire des propositions de taux pour travailler en fait que les arrêtés là puissent sortir. Et nous étions d'accord sur le principe que même si les arrêtés sortaient, on peut convenir ensemble de comment est-ce qu'on déroule l'effet financier. Tout ce progrès-là, si on l'a fait et qu'aujourd'hui encore on se retrouve, j'ai dit, il faut nous faire confiance. Oui. Je veux comprendre. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Parce que si on prend les arrêtés, oui, on acte l'effet financier. Oui. Compris, et on peut différer la consommation, la mise en oui, monsieur le Président, et c'est ça. Oui. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je suggère, sur quoi je veux concentrer, parce que il faut que nous soyons responsables dans la négociation. Est-ce qu'on peut acter l'effet financier d'un engagement alors qu'on ne sait pas, on n'a pas les moyens? Est-ce qu'il ne faut pas dire que nous convenons du contenu, de l'arrêté qu'il faut prendre, mais qu'il faut prendre l'arrêté au moment où nous allons être certains de la disponibilité financière, au lieu de prendre l'arrêté et de dire on prend l'arrêté, mais on planifie, on dit allez, ça va prendre effet à juin ou à juillet 2018 ou bien 2019. Oui, monsieur le Président. Oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous ne faites pas confiance en notre capacité de comprendre la situation. Sinon, on serait déjà très loin. Vous ne nous faites pas confiance quant à notre capacité de comprendre la situation et de pouvoir juger utile les sacrifices qu'on peut consentir réciproquement. Si cette confiance existait, on n'en serait pas là. Deuxième chose, ce que nous sommes en train de dire qui est important, un acte qui vous concède des droits, lorsqu'il est pris, ça sécurise tout le monde et ça motive tout le monde. Nous avions dit, et on continue de dire au gouvernement que nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes au Bénin. Et nous, la fibre patriotique, nous l'avons. Il suffit de faire confiance et de nous tester dans notre raisonnement, dans notre analyse et dans notre contribution pour que nous puissions ensemble voir ce qui est possible. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, Monsieur le Président, si on veut vous dire la vérité, si on ne veut pas vous mentir, quel que soit l'état des conseils que vous avez reçus, il n'est pas possible de dire rien n'est possible pour les enseignants. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas possible de le dire. Parce que si on prend le risque de vous faire dire ça et d'accepter ça comme ça, on ne rendra service, on ne va pas rendre service à ce pays-là. Vous avez vu, bon, les caméras sont là, tout le monde est là. Chacun comprendra de la diffusion qui sera faite de cela, chacun comprendra ce qu'il voudra. Et on ira dans tous les sens. Moi, j'aurais préféré que nous restions dans la logique de la discussion qu'on a eue avec la Grande Commission et que nous travaillions à sortir d'ici avec quelque chose qui démontre notre bonne foi et qu'on planifie maintenant les autres discussions, qu'on aille pas à pas en fonction de tout. Sinon, si on fait autre chose, Monsieur le Président, ça ne va pas vraiment nous aider. On a dit qu'on irait. Ok, Monsieur le Président. Non, enfin, si on est d'accord là-dessus, je crois que tous les autres débats... Oui, c'est sur quoi nous ne s'entend pas, sur lequel je demande maintenant la responsabilité, parce que jusque-là, dans l'élan, dans le banc de sérénité, parfois on prend des engagements qu'on ne soit pas capable de tenir. Et là-dessus, ce soir, c'est une soirée de vérité. Est-ce que nous allons, Monsieur le ministre, est-ce que... Nous faisons le débat ouvert, hein, on échange. Moi, je suis à haute voix, je n'ai pas de chapette secrète. Est-ce que la mise en œuvre des engagements, pour vous, ça va se traduire par quel acte et selon quelle planification dans le temps à venir? Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux ramener les débats sur ce qui a été convenu. Ce qui a été convenu, ce n'est pas que à la reprise, on signait les arrêtés. Aujourd'hui, il y a, au niveau sectoriel, il y a eu des propositions d'arrêtés que
pour beaucoup de ministres, on découvrait lors de la négociation centrale. Et ce que nous avons dit, c'est que, comme au niveau sectoriel, il avait été convenu qu'une commission interministérielle reprendrait en charge ces 8 arrêtés pour en évaluer l'impact financier et éventuellement les modalités de paiement, nous attendions que ce comité-là finisse son travail et qu'il le reverse à la Commission nationale. Donc, on n'a pas pris une décision sur déjà la décision de signer ces arrêtés. C'est bien ça la décision qui a été prise. Nous avons dit, au niveau sectoriel, les 8 arrêtés qui ont été pris, d'ailleurs, les agents du ministère des Finances ont dit, nous, on n'est pas engagés par cette évaluation. Nous allons, au niveau de la commission interministérielle, évaluer maintenant l'impact financier et en ce moment, nous avons convenu à la Commission nationale de reprendre en charge le contenu. La question que je veux poser, si, dans votre compréhension, est-ce que dans votre compréhension, il faut prendre les arrêtés, il faut les signer? C'est votre compréhension, oui. Oui, Monsieur le Président. En fait, dans la discussion sectorielle, il y a eu un atelier qui a été organisé à Boycon. Il y a eu un arrêté qui a mis en place l'équipe, mais dans l'arrêté, je ne crois pas qu'il soit écrit quelque part que les agents du ministère des Finances étaient des experts. Mais c'est au moment de signer le rapport, que les agents du ministère ont dit « Ah, ils n'étaient pas là pour prendre d'engagements financiers qui sont des experts. » Alors, à notre corps défendant, nous avions concédé au niveau de la Commission nationale de considérer ça comme étant des propositions des organisations syndicales, parce que c'est l'arrêté que le ministre avait déjà pris, avait dit qu'une commission serait mise en place pour étudier la proposition des organisations syndicales, alors que l'atelier de Boycon était bel et bien un atelier technique. C'est ça qui a donné les chiffres qu'on vous a fournis là, Monsieur le Président. 40 milliards dans le primaire et 26 milliards par là dans le secondaire. Pour nous, c'est l'effet financier, c'est-à-dire l'enveloppe qui pose problème. Et que donc aujourd'hui, si on remet en place une autre commission, c'est pour voir les taux, l'ajustement des taux, pour que ça soit supportable par le budget. Et dans cette perspective-là, on ne peut pas dire que si on a des taux convenables, puisque maintenant les agents du ministère des Finances qui ne seront plus des experts, ils auront reçu le cadrage qu'il faut pour faire le travail. Donc s'ils font le travail, il n'y avait plus aucune raison d'espérer que les arrêtés ne soient pas signés. Mieux, il y a 8 arrêtés. Oui, monsieur je vais finir, Monsieur le Président, en disant ceci. Si je ne vous comprends pas, je ne vais pas vous suivre. D'accord, ok. Si je vous comprends bien, vous êtes d'accord pour que, à la fin de ces travaux, parce que vous avez juste le mot convenable, qu'est-ce qui peut être concédé et qui soit supportable? Qui soit supportable. On est d'accord là-dessus. Bien sûr, c'est clair. On dit la même chose. Tout à l'heure, je l'ai dit en vous répondant, que ce qui est faisable, ce que la nation, l'État peut faire, ce que nos moyens du pays peuvent faire, il n'y a pas de raison qu'on ne concède pas cela. Absolument. Donc c'est seulement à la suite de ça. Et le délai, c'était le 15 février. C'est-à-dire c'est le 15 février qu'on nous ramène les informations qu'il faut maintenant pour eux. C'est ce qu'on a arrêté. Je prends l'hypothèse où nous exposons les moyens et vous vous dites que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que vous devez faire confiance en notre capacité à comprendre et à jouer notre compétition de patriotes. C'est tout. Si vous faites confiance à notre capacité, il n'y a pas de souci. Ce sur quoi nous serions entendus sera mis en œuvre. Ça, il n'y a pas de... Oui, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président de la République. Je pense qu'il y a une question et que le chef d'État a soulevé tout à l'heure, c'est le manque de sérénité qui fait que parfois, par le passé, lors des discussions, nous prenons des actes, nous signons des actes, des arrêtés, parfois même des décrets. C'est l'exemple de la prime de motivation pour le secteur de la santé, les 6 milliards là, qui datent de 2006, pour lesquels on a arrêté le mouvement, on n'a plus rien dit, et 10 ans plus tard, il a fallu maintenant qu'on se remette à la table pour discuter de ça. Et quand on a fait un audit demandé par le Fonds monétaire international, en décembre, on a fait le point des engagements sociaux pris par l'État, qui ne sont pas dans la comptabilité publique. Nous sommes à 104 milliards. Ce détail est là, et on retrouve les 6 milliards pour la santé dont j'ai parlé tout à l'heure, et un ensemble de décisions, que ce soit la révalorisation des indemnités de logement, le CRAP
3, le gel des envassements, etc., etc. 104 milliards qui correspondent à des décisions prises dans des situations de manque de sérénité où on signe des actes pour arrêter des mouvements et après on ne vous les donne pas. On a pris une décision pour dire, depuis qu'on est là, et vous pouvez le confirmer, nous ne voulons pas accumuler d'arriérés. Nous livrons ce que nous engageons de faire. Et c'est là le sens de ce que le chef de l'État dit. Aujourd'hui, le budget est un équilibre. Nous avons promis pour les 2 ordres d'embaucher près de 7000 personnes. L'année passée, on a recruté 6400 pour les 2 ordres. Et cette année, vers 7000 de recrutement complémentaire. La question simple que moi j'ai, le cadrage que j'ai donné au cadre, c'est de dire, présentez les calculs et on va vous demander, est-ce qu'on empêche 7000 Béninois complémentaires de rejoindre les 2 ordres et ce qu'on doit prévu dans le budget 2018, on les met en plus pour ceux qui travaillent déjà ou qu'est-ce qu'on fait? C'est les questions que la Commission va régler, par exemple. Parce que nous ne voulons plus prendre des actes pour créer des dettes pour le futur. Et ça, on a 104 milliards là, qui sont là, pour lesquels il faut qu'on trouve une solution. Si vous êtes Merci. Qu'on ne prenne pas d'exact maintenant et dire que, allez, on va planifier la mise en œuvre et que chaque fois que nous prendrons un acte, ce sera parce qu'on a les moyens de les honorer. Moi, je suis d'accord. C'est tout ce que je tenais à faire remarquer. Parce qu'on va dire, non, il faut planifier la prise d'effet des incidences de ce qui est prévu au statut particulier. Il ne s'agit pas de renoncer parce que vous n'avez pas dit on ne renonce pas. Nous planifions. Mais je comprends dans vos propos que vous êtes disposés à négocier et à voir ce qui est raisonnable de concéder pour que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien. Oui. Oui. Oui, merci. Je suis aussi d'accord qu'il faut prendre des actes et planifier. Si l'État n'a pas les moyens de payer tout de suite, on peut planifier et voir comment payer. Si on prend par exemple le secteur de l'éducation, en dehors de des statuts particuliers, il y a les enseignants qui sont sans salaire depuis des années, les reversés de 2008. Là. Parmi eux, certains sont sans contrat, ils vont à l'école. Certains ont déjà de contrats. Ça fait depuis plusieurs mois, ils ne sont pas payés et ils vont à l'école. On avait dit, il y a les contractuels de 2016 aussi qui sont sans salaire jusqu'ici. Mais lorsque des gens sont sans salaire depuis des années... Ce n'est pas nécessaire de développer cela parce que c'est une urgence. Voilà. C'est un impératif. Il faut satisfaire à ces exigences-là. Et je crois que nous avons pris l'engagement. Qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine à ce propos, madame? Aujourd'hui, le système que nous avons est fait de telle sorte qu'une fois que tous les dossiers sont complets, insérés dans le système, il n'y a même pas de latitude aux finances de bloquer le paiement. C'est-à-dire que comme tout fonctionnaire, tout est informatisé, tout est automatique. C'est-à-dire qu'il y a une masse donnée, il y a des pièces administratives à fournir. Une fois que c'est traité au niveau de la fonction publique transférée et gérée, les paiements sont faits automatiquement. Le conseil a instruit, vous avez même tenu un atelier là-dessus où des dossiers ont été apurés. Est-ce que ça n'a pas été fait pour une bonne partie? Ça a été fait, Monsieur le Président. Mais les dernières informations que j'ai reçues, il semble qu'il y aurait quelques dossiers, quelques contrats encore au niveau du ministère des Finances et que les agents ont indiqué que compte tenu, disons, de la situation de faux paiement de salaire, des salaires indus qui a été constaté, que le paiement ne s'est pas effectué. Je ne sais pas si c'est... Oui, beaucoup même. Non, attendez. Il y a deux cas. Il y a les contractuels recrutés en 2016. Certains ont eu le salaire, d'autres n'ont pas eu. Mais il y a... 99%. Beaucoup n'ont pas encore eu. 99%. Pas 99%, non. Pas 99%. Mais il y a l'autre cas des gens reversés en 2008. Ceux qui ont été recensés tout récemment là. Certains ont eu des contrats depuis, on a dit c'est bloqué. Ils n'ont pas le salaire. Et on leur a retiré les 33 000 francs d'avance qu'on leur donnait dans les recettes perception. Ils n'ont plus 33 000 et ils n'ont pas le salaire et ils vont à l'école sans salaire. Certains m'ont appelé quand ils ont appris qu'on va au palais. Vous allez voir le président. N'oubliez pas notre cas. Ce n'est pas sur les reversés qu'il y a un audit qui est en cours, madame? Oui, Monsieur le Président de la République. Nous sommes en train de faire un audit. Les centrales et confédérations syndicales sont au courant. Il y a eu un recensement sur le terrain et actuellement, il y a les contrôles qui s'effectuent sur les pièces qui sont produites.
La dernière fois, d'ailleurs, j'ai fait amener quelques SG de centrale sur les lieux de travail où il y a eu des explications qui ont été données. C'est un travail, disons, colossal parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de faux. Sur 32 000 recensés, on a déjà détecté à peu près 15 000 qui, en principe, ne devraient pas faire l'objet du reversement. Le travail se poursuit. Si vous pensez, parce que le Conseil a dit, on suspend les reversements jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Et ça revient chaque fois, il faut reverser les gens ne sont pas reversés. Oh, il y a beaucoup de faux dans le reversement que nous sommes en train de faire. Et ça doit revenir de la sorte chaque fois. On ne va pas finaliser les travaux dans la sérénité pour, disons, séparer le bon gré de l'ivraie. On pourrait reprendre le reversement, mais on va faire le contrôle sur les derniers reversements qu'on va faire aussi. Nous sommes obligés de le faire. Donc, oui. Comment voulez-vous qu'il y ait autant de fraude, autant de faux, et qu'on ne dise rien, qu'on continue comme si rien n'était? Non. Oui. Le reversement, c'est un acte qui ne devait pas s'éterniser, s'inscrit dans la durée. C'est une situation conjoncturelle. Donc on ne devrait pas, jusqu'à maintenant, continuer de parler de reversement. Les gens attendent leur contrat. Et ceux qui ont un contrat... Il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de fraude. Oh, vraiment, je ne suis pas... Parce que les explications qu'on donne, si on doit parler de fraude, c'est les faux diplômes. Sinon, les autres... Là, s'il y a des faux diplômes, nous ne soutenons pas cela. On est d'accord que s'il y a des faux diplômes... Vous êtes quand même conscient, au courant qu'il y a beaucoup de fraude dans la gestion du personnel d'État, que ce soit permanent ou contractuel. Non, oui, Monsieur le Président, par rapport au reversement... On n'a pas la parole. Ah, d'accord. Il y a on a demandé, c'est le ministère des Finances qui a pris note pour suspendre les avances qui sont faites aux collègues qui sont... Mais parce qu'il y a du faux, il y a des gens qui perçoivent des avances indûment. Ils vivent de quoi? Ils vont vivre de quoi? Pourtant, ils vont à l'école. Même si c'est indu, il faut payer. Non, ce n'est pas avéré. Ce n'est pas avéré encore. Ce n'est pas établi. Mais nous avons détecté, il y a eu beaucoup de fraudes avérées. Et c'est bien pour ça que malheureusement, vous savez, on dit la fraude corrompt tout. Quand vous êtes 5, reversés globalement, et qu'on a la preuve qu'il y a une fraude, et qu'on demande de faire un audit, et qu'il y a des indices que ce n'est pas la seule personne qui a fraudé, qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont fraudé, on fait quoi? On continue d'agir comme si, dans ces conditions, surtout quand il s'agit de régularisation, on suspend la régularisation et puis on fait la vérification. On ne peut pas régulariser les gens alors qu'il est prescrit d'auditer si la régularisation serait fondée, serait pertinente ou non. Le problème, c'est que la fraude a envahi notre administration de toutes parts. Il y a des fonctionnaires fictifs. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison pour ça. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison, des fonctionnaires fictifs. Comment voulez-vous que, en toute responsabilité, on constate ce genre de choses, on s'engage à les corriger, et que pendant ce même temps, on régularise les gens aveuglément? On ne peut pas le faire. Non, soyons patients. C'est vrai que la situation est difficile pour ces gens-là, mais nous faisons tout pour que ça aille très vite. Je pense, monsieur le ministre, qu'on en a parlé encore avant-hier, qu'il faut aller très vite, même prendre un cabinet pour vous aider, pour que cette audit ne dure pas encore des mois. J'espère bien que dans quelques semaines, ou bien dans quelques mois, on aura fini avec ça. La dernière chose, vous avez parlé de sérénité. Il ne faut pas prendre les décisions. Quand c'est sous la pression que les décisions sont prises. On habite très mal, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et donc, je constate que on est en train on va traîner sur ce qui concerne les enseignants, les arrêtés d'application. Pendant ce temps, ils sont à la maison. Et si on doit attendre que vous arbitrez... Votre collègue vient de dire, oui. Nous allons reprendre les négociations. Oui. Est-ce que vous voulez dire que dans tous les cas, il faut prendre les arrêtés d'application tels quels, quelles que soient les incidences financières, ou bien en fonction des incidences qui sont à notre portée, nous allons prendre les arrêtés je voudrais dire qu'on fasse les choses avec célérité. Ah bien sûr, on va le faire. Si on peut, parce qu'on peut aller en procédure d'urgence. Parce que les enseignants sont à la maison. Hein. Les enseignants sont à la maison. Et nous, on ne serait pas très bien... Qu'est-ce qui amène les enseignants à la maison? Ils sont au boulot. Non, les enseignants sont en grève. C'est ce que je veux dire. Ils sont en grève. Un mardi, mercredi et jeudi. Donc,
Si nous, on doit aller voir les enseignants pour leur demander de reprendre, et ils ne nous comprendraient pas. Qu'est-ce qui les a menés en grève? C'est la revendication et tous les problèmes liés. Tout à l'heure, le mal est ailleurs. C'est pas cette revendication qui a généré la grève. Ce sont les députés qui ont allumé le feu. Il y avait déjà ce problème en instance. Non, le problème des députés, quand on a voté, cela ne vous honore pas. Il fallait que nous allions en mouvement, mais aller en mouvement pour une fois de bon, pour régler les problèmes, parce qu'il ne fallait pas seulement aller pour faire retirer les dispositions liberticides qui sont introduites dans la loi sur le statut général de la fonction publique. Mais il fallait en même temps faire d'une pierre plusieurs coups pour qu'on ne dise pas que les grèves sont des grèves répétées, qu'on revient encore. On a fait grève une semaine. Oui, c'est bien lui. Ça revient tout le temps. Oui, je viens. Je considère que le dialogue de sourds ne nous avance pas. Mais une chose m'importe. Quelle est notre compréhension de ce qui a mis le feu, comme vous avez dit, aux poudres? Quelle est notre compréhension de la chose? J'en ai parlé tout à l'heure, vous revenez là-dessus chaque fois, et je voudrais qu'à l'avenir, à la maison, avec vos enfants, avec votre épouse, avec les amis, avec vos collègues syndicats ou collègues enseignants, que vous fassiez ce débat avec sérénité. En vous départissant de votre manteau de responsable syndical dur, pur et dur. Pour voir, mais dans l'état dans lequel le pays est, la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que la loi portant retrait du droit de grève aux personnes de la santé, pas aux enseignants, de la santé, à la magistrature, est-ce que c'est quand même discutable? Est-ce que le penser est un crime? Mais c'est discutable. Parce que vous avez dit des lois liberticides, graves, comme si c'était un crime. Est-ce que c'est discutable? Si c'est discutable, ça veut dire que ce n'est pas un crime. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Il y a des pays où ça se fait, non? Est-ce que c'est discutable? Est-ce que les conditions dans lesquelles le pays fonctionne, les attentes dans ce domaine et qu'on sort, est-ce que ce débat peut se faire? Ou bien ce débat ne peut jamais se faire? C'est votre sentiment que le débat ne peut jamais se faire? Vous n'êtes pas juriste. La grève est un droit constitutionnel, Monsieur le Président. N'est-ce pas? Oui, c'est dans la Constitution, l'article 31. Ah. Oui. Vous voulez qu'on fasse le débat de droit dessus? Oui, ça ne me gênerait pas. Vous voulez? Oui, ça me gênerait. Je souhaitais qu'un professeur de droit soit là, mais je vais faire le débat avec vous. Attendez. C'est important pour notre émancipation à nous tous. C'est important. L'article 31 dit quoi? Dans le cadre de la loi, n'est-ce pas? La Constitution reconnaît et garantit le droit de grève et les conditions d'exercice, c'est défini par la loi. C'est bien ça, hein? Ça veut dire que la Constitution reconnaît, protège, garantit le droit de grève dans les conditions définies par la loi. Est-ce que c'est une mesure générale, c'est une mesure absolue? Est-ce que ça ne donne pas lieu à aucune interprétation? C'est la manière dont la grève va se faire qui relève de la loi. C'est ça, la compréhension que nous avons dans le pays depuis. C'est ça, hein? C'est la manière dont la grève doit se faire. C'est cette manière qui relève de la loi, pardon. Et qu'en aucun cas, il ne peut y avoir privation de droit de grève. Article 31. Vous avez la Constitution avec vous? On va lire l'article 24, 25 de la Constitution. Vous voulez que je vous lise ça? On va lire l'article 24 de la Constitution. Je vais lire moi-même, il n'y a pas de problème. On va lire l'article 24 de la Constitution. La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans les conditions fixées par la loi. Bon, celui qui garantit, mais la conclusion c'est que la liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État dans les conditions fixées par la loi. Article 24. Je vais vous lire notre article. Vous allez voir pourquoi je vous lis cet article-là. Article 25 de la Constitution.
l'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir. L'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et de venir dans les conditions fixées par la loi. C'est exactement la même chose que l'article 31. Exactement. Article 31, l'État reconnaît et garantit, les mêmes mots, hein? Exactement. L'État reconnaît et garantit le droit de grève dans les conditions définies par la loi. Ces trois articles de la Constitution utilisent les mêmes mots et disent la même chose à propos du droit de grève, à propos de la liberté d'aller et de venir, à propos de la liberté de presse. Pourtant, des lois empêchent d'aller et de venir, emprisonnent. Il y a des lois qui prescrivent la prison. La liberté d'aller et de venir, reconnue, garantie par la Constitution, dans les constitutions prévues par la loi, comme le droit de grève, n'empêche pas que des lois prévoient que dans telle circonstance, on peut emprisonner, on peut empêcher d'aller et de venir. Le code pénal organise cela. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, dans certaines conditions, empêche le droit de presse, retire le droit à les individus, à les organes des personnes morales ou physiques, retire. Pourtant, l'article 24 dit, reconnaît et garantit. Dans les mêmes termes que l'article 31. C'est un principe général que la Constitution annonce. Le droit évoqué ici n'est pas un droit absolu. S'il l'était pour le droit de grève, il l'est donc aussi pour la liberté d'aller et de venir. C'est-à-dire que personne, quoi qu'en soit, ne peut empêcher d'aller et de venir. C'est les conditions d'aller et de venir qu'on peut réglementer, mais on ne peut pas empêcher d'aller et de venir. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison, dans une cellule. C'est interdit par la Constitution. C'est ça que ça veut dire. Une interprétation à la lettre veut dire cela. Pour prouver que ce n'est pas un droit absolu et que l'article 31 est pareil à l'article 24 et l'article 25, pour le prouver, on va lire l'article 98 de la Constitution. Non, vous n'allez pas me couper là-dessus. Vous m'écoutez. On va lire l'article 98 de la Constitution. Mais avant de lire l'article 98 de la Constitution, je vais poser une question. Parce qu'il y a des juristes dans la salle. Si on dit, la loi prescrit, définit les conditions le droit de détention d'une arme à feu. En fait, c'est ça au Bénin. La loi, la détention d'une arme est du domaine de la loi. N'est-ce pas? La détention d'une arme est du domaine de la loi, le droit de détention. Et même le fait de posséder est du domaine de la loi. Ce qui veut dire que posséder ou non, ce droit-là, l'exercice de ce droit est du domaine de la loi. Donc quand on dit que quelque chose est du domaine de la loi, le droit de posséder, le droit d'aller devenir le domaine de la loi, ça veut dire que la loi peut dire quand est-ce qu'on peut posséder, quand est-ce qu'on peut jouir de ce droit. Ça veut dire, si vous êtes d'accord, on va lire l'article 98 de la Constitution. Article 98. Sont du domaine de la loi les règles concernant. Puis, on descend les alinéas de cet article 98, et je lis ceci. La loi détermine les principes fondamentaux du droit de grève. Dans la même Constitution. La loi détermine les principes fondamentaux du droit de travail, du droit de la sécurité sociale, du droit du droit syndical et du droit de grève, le droit de grève. La loi détermine les principes fondamentaux du droit de grève. Ça veut dire, comme pour les armes tout à l'heure, le droit de grève est du domaine de la loi. La loi peut prescrire comment jouir ou ne pas jouir du droit de grève. Un peu comme la liberté d'aller et de venir, comme la liberté de presse, comme les domaines dans lesquels on dit la loi détermine. Quand on prend tous ces actes, on les lit, on les compare tous, on comprend l'esprit de la loi.
fondamentale. Les principes du droit de grève relèvent de la loi. Les principes. Cette disposition complète l'article 31. Les principes fondamentaux du droit de grève relèvent de la loi. Ça va même plus loin que l'encadrement. Ça précise que ce que la loi, ce que le droit dispose en matière de principes qui organisent le droit de grève. Alors, vous savez, le droit, c'est la chose la mieux partagée. Hein. C'est le bon sens, c'est l'intérêt général. Nous nous inclinons devant les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais ces explications nous permettent de nous mettre dans un état de crispation. Il ne faut plus dire que c'est un crime d'avoir pensé à la chose. Même si, aujourd'hui, nous devons comprendre, accepter et garantir le droit de grève tel que nous le comprenons, même si parfois notre compréhension peut être à tort. Je vous dis ça pourquoi? Oui. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, tout est parti de là. Tout est parti de l'interdiction du retrait du droit de grève, qui serait liberticide, un crime. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Alors, ce débat est fini, non? Pourquoi on ne reprend pas le boulot? Pourquoi on reste dans cette guerre au préjudice de tous? Puisque c'était le fondement. Et il est prouvé que ce fondement même n'était pas si criminel que ça. Alors, si on est conscient que c'est la tort, la café de feu, laissons tomber ça et reprenons le cours normal des négociations dans des conditions de convivialité, de sérénité, comme on le faisait. Oui. Merci, Monsieur le Président. D'abord, la CSTB était en grève depuis le 29 novembre. Et on a suspendu le 22 décembre pour que les gens aillent fêter. Vous nous avez méprisés, nous avons repris le 9 janvier. Puis les autres sont venus nous rejoindre le 16. Mais mon problème, Monsieur le Président, c'est bien de discuter avec vous. Au niveau des agents de santé, quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu pour permettre aux agents de santé de poser leurs problèmes? Quand nos éléments qui sont là-bas font AG, font sit-in, font marche, posent des problèmes, et on ne les écoute pas, ils finissent même par aller en grève, on ne les écoute pas, et ils disent même grève sans service minimum, et ils font grève avec service minimum. C'est pour vous dire, Monsieur le Président. Ce que vous dites est grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Oui. La vie ne doit pas être un élément de chantage. La vie ne doit pas être non plus un élément de négociation. Personne ne doit négocier avec la vie d'un tiers. Quelle que soit la légitimité, la raison de votre revendication, quel que soit le bien fondé de votre raison, vous ne devrez pas utiliser la vie pour réclamer. Ce n'est pas possible. C'est immoral. Monsieur le Président. C'est contraire à la Constitution. Monsieur le Président. La vie est sacrée. Les gens vont en grève pour sauver les vies. Si vous pensez qu'ils vont en grève pour que les gens meurent, ils vont en grève pour sauver les vies parce que les conditions ne sont pas remplies. Mais c'est votre droit. Non. Mais c'est également, écoutez, c'est également le droit du gouvernement de penser à des solutions d'intérêt général. Ça peut être à tort. Et les institutions de la République peuvent recaler certaines autres institutions qui parfois font des choses qui ne sont pas conformes à la compréhension de ceux qui ont le dernier jugement. Et nous avons la responsabilité, au plan démocratique, de nous incliner. Nous avons l'obligation de nous incliner. C'est à cela que j'appelle les uns les autres. Que ce qui relève des prérogatives des autres, il faut le leur concéder. Si quelque chose relève des prérogatives du Parlement, concédons-lui ça. Si quelque chose relève des prérogatives, un choix relève des prérogatives du gouvernement, concédons-lui le fait le choix, même parfois qu'il le fait s'il se trompe. Mais ne dites pas que le fait d'exercer cette prérogative, de faire ce choix, est un crime. Est-ce que je voulais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, est-ce que ceux qui croient que l'interprétation de la Constitution par la Cour constitutionnelle, ceux qui croient ça vont dire que la Cour a commis un crime? Pas du tout. La Cour est dans son rôle de statuer selon sa compréhension sur ce qui convient de faire en la matière. Elle a statué, même si on n'est pas d'accord, on s'incline. Parce que c'est
ses prérogatives. L'Assemblée vote des lois, conformément à la Constitution. Le gouvernement aussi propose des lois, échange, fait des choix, conformément à ses prérogatives, de réformer le pays, d'avancer, de travailler pour l'intérêt général. Donc, ce faisant, si ça ne passe pas, parlons-en, discutons-en, mais n'en faisons pas un crime, une crise majeure. C'est comme si on a fait des choses qui sont gravissimes. C'est ce que je voulais vous faire comprendre, M. Daré, en disant, c'est qui a mis le feu aux poudres. C'est terminé, n'est-ce pas? En tout cas pour l'heure. Parce que, qui dit que dans 5 ans, dans 20 ans, les conditions seront encore les mêmes? Qui dit que ce qui aujourd'hui vous paraît un crime, dans 20 ans ne serait pas une évidence? Mais je tenais à ce qu'on partage tous que ce débat vaut d'être mené. Que cette question, cette réflexion, ces échanges valent bien la peine parce que ça a un intérêt, relève de l'intérêt général, relève de quelque chose de moral, également relève de quelque chose de droit. C'est ce que je vous dis, moi quand j'ai lu ça, ça m'a perturbé. Je dis, mais même le droit, la Constitution permet la chose. Le BIT le permet. Donc, c'est passé. Reprenons le travail et continuons les négociations comme nous étions en train de le faire sur divers sujets, sans que nous restions dans l'ambiance générée à tort par cet événement de réforme. C'est cela qui pourrait être ce soir un bon consensus. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'en voudrais de ne pas prendre la parole pour dire un certain nombre de choses en ce qui concerne les statuts particuliers des enseignants, parce que j'ai été rapporteur général de la commission qui a rédigé ces statuts. Par rapport à l'évaluation financière, j'étais toujours dans la commission, mais je tenais quand même à dire que on peut vous aimer, on peut vous haïr, mais on ne peut pas être indifférent au caractère structuré du discours que vous tenez ce soir. Nous avons compris l'enjeu et vous avez, dès le début, rassuré par rapport à la sérénité des échanges de ce soir. Moi, je comprends qu'à travers les différentes séances que nous avons eues dans la commission permanente et la rencontre que nous avons avec vous ce soir, qu'il y a eu des avancées, notamment en ce qui concerne la hiérarchisation des salaires minimaux, nous avons pu avancer. En ce qui concerne les questions de liberté, notamment la préoccupation concernant le capitaine Trépeau, nous avons compris. Et vous avez dit, je l'ai écouté, je l'ai noté, si la radiation était devenue définitive, on allait poursuivre la grève, oui ou non. Donc cela voudrait dire que la radiation n'est pas encore définitive et que par conséquent, nos partenaires sociaux, nous pourrons espérer, à travers le recours gracieux qui a été introduit, qu'on pourrait faire quelque chose pour pouvoir avancer sur ce terrain. La dernière préoccupation qui concerne les statuts particuliers des corps des enseignants de la maternelle et du primaire, c'est une question fondamentale. En travaillant dans la commission, les représentants du ministère des Finances nous ont aidés à faire l'évaluation. Il s'agit bel et bien des propositions des organisations syndicales des deux sous-secteurs. Mais à la fin des travaux, nous nous sommes dit que les chiffres qu'on a eus devraient faire objet d'évaluation au niveau du ministère des Finances et qu'on n'aurait plus besoin des représentants syndicaux pour faire quoi que ce soit, car il s'agissait de voir la soutenabilité budgétaire de ce que nous avons pu faire comme travail. Nous sommes dans une logique aujourd'hui
d'aller vers une autre commission qui doit pouvoir déposer les résultats des travaux pour le 15 février. Et dans la commission permanente, le directeur de cabinet du ministère des Finances nous avait fait déjà un exposé sur la situation économique du pays et avait dit que ce n'était pas possible d'accéder à une requête dans le sens d'une prise en charge de l'impact financier des mesures qui sont incrustées dans ces arrêtés. Le ministre des Finances, tout à l'heure, a montré que c'était difficile. Mais pour avoir dirigé le mouvement syndical dans les 3 ordres de l'enseignement au Bénin ici, je sais que nous avons aujourd'hui, au niveau du primaire et du secondaire, une grève qui est corsée. Et je voudrais solliciter de vous qu'on puisse au moins rassurer les enseignants par rapport à l'exploitation qui sera faite des résultats des travaux de cette commission. Parce que nous sommes dans une situation un peu difficile. Et le dialogue social, le théâtre du dialogue social, conformément à la vision du BIT, est clair. Le gouvernement, l'employeur se met, nous sommes dans une échelle où le gouvernement, l'employeur se met à une position extrême de l'échelle. Et dans le dialogue, les deux parties doivent pouvoir faire des concessions pour se retrouver quelque part à l'intérieur de l'échelle, chacun abandonnant sa position initiale. Je voudrais que, par rapport au statut particulier, qui doit permettre de dégeler la crise au niveau des sous-secteurs de la maternelle, du primaire et du secondaire, qu'on puisse avoir une certaine garantie qu'on pourra communiquer aux enseignants pour pouvoir aller vers un dégel. C'est véritablement ma préoccupation, parce que sur plusieurs points, nous avons senti qu'il y a des avancées et on ne peut pas dire qu'on est sorti de cette rencontre sans avoir gagné beaucoup de choses. Nous avons gagné en compréhension des réformes, nous avons gagné en ce qui concerne les principes que vous avez mis en œuvre pour pouvoir atteindre un mieux-être pour tous les Béninois, y compris les travailleurs. Mais par rapport à la question des statuts particuliers, c'est un peu la difficulté que nous aurons sur le terrain. Il faut une certaine garantie pour permettre aux enseignants de pouvoir reprendre sans mettre en difficulté les responsables syndicaux que nous sommes. Telle est ma préoccupation, Monsieur le Président de la République. Je voudrais vous donner cette garantie que nous ne remettons pas en cause le statut particulier. Nous n'avons pas l'intention de remettre en cause ce qui est inscrit et qui, certes, ont des impacts financiers énormes que nous avons la volonté de satisfaire en fonction des moyens dont dispose la nation. Cette garantie, elle est absolue, elle est irréversible. Ce que nous allons faire, et ce que je vous invite à comprendre et à expliquer à vos mandants, c'est que des discussions que vous allez reprendre au sein de la commission, ça c'était une revendication, la dernière fois c'était l'une des revendications qu'il fallait signer l'arrêté afin que la commission puisse démarrer les travaux. Donc elle a démarré, donc c'est déjà une avancée que nous avons tenu nos engagements, l'arrêté a été signé. Les travaux au sein de la commission vont se poursuivre et je vous donne la garantie que ce qui fera l'objet de consensus sera immédiatement mis en œuvre. D'autant que,
Et vous et nous allons voir dans le fond de la marmite ce qui est disponible. Et moi, en tout cas, j'ai le souhait que quelque chose au moins soit fait, aussi symbolique soit-il, pour que il y ait au moins la manifestation de la bonne volonté du gouvernement. Donc cette garantie, je vous la donne et vous pouvez la transmettre aux enseignants des deux ordres. Oui. D'accord, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Oui. Aujourd'hui, le cours magistral que vous nous avez donné là, ce serait en temps de paix que ce serait appréciable. Et on aurait souhaité que ça se répète davantage. Mais à l'heure où nous parlons là, non, ce n'est pas ça là. Ce qui nous manque là, c'est quelque chose pour apaiser le bas peuple. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je crois que il faut agir. Ce que les travailleurs demandent, c'est le minimum nécessaire pour une vie décente. Le travailleur demande 200 francs pour son petit déjeuner, alors que le croissant est à 800 francs. Mais il ne demande que 200 francs aujourd'hui. Le travailleur demande 500 francs pour manger à midi, 500 francs pour manger le soir et 50 francs d'eau. Et ça lui fait 40 000 francs. C'est simple, ce que le travailleur demande. Mais s'il mange, est-ce qu'il ne va pas se soigner? Est-ce qu'il ne va pas se loger? Est-ce qu'il ne va pas s'instruire? Mais c'est ce que nous demandons, Monsieur le Président de la République. Savez-vous, Monsieur le Président, qu'un travailleur part à la retraite avec 2 maladies, Monsieur le Président de la République? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Savez-vous qu'il y a des menuisiers, des maçons, des producteurs agricoles qui n'atteignent pas la vieillesse, n'ont pas 1 franc de revenu mensuel pour manger? Est-ce que vous le savez? Oui, Monsieur le Président de la République. D'accord. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas 10 000 francs de revenu mensuel pour manger, pour avoir les 3 repas, le petit déjeuner, pour avoir la bouillie, 50 francs de bouillie par le matin. Ils n'ont pas ça. Vous le savez. C'est la conséquence des politiques que les politiciens, vous avez menées dans notre pays jusqu'à ce jour. Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de réparer? Pour le réparer, Monsieur le Président de la République, la première des choses, c'est la politique salariale de notre pays. En faveur de qui? Ceux qui ont des salaires? Naturellement. Et ceux qui travaillent qui n'ont pas de salaire? C'est ceux qui ont le travail qui entraînent le reste. Le paysan n'a pas de travail, les immédiats n'ont pas de travail. Selon vous, il y a combien de gens qui ont moins de moyens que les fonctionnaires? Sur les 10 millions que nous sommes, combien, selon vous, ont un niveau de vie plus difficile, ont un pouvoir d'achat plus bas que le vôtre? Combien? Monsieur le Président de la République, un mal qu'on peut soigner avec une aspirine, quand on ne le donne pas le moment et à temps, c'est la chirurgie qui intervient par la suite, Monsieur le Président de la République. C'est vrai. Mais quand, pour soigner le mal, il faut 70 milliards par an, et qu'on ne les a pas, comment on fait? Comment on fait? Non, Monsieur le Président de la République. Pendant ce temps, on a besoin peut-être de 10 milliards. Pendant ce temps, on a besoin de 10 milliards pour accorder les soins de santé à 2 millions de personnes par an. On a besoin peut-être de 5 milliards pour mettre en place à microfinance à des gens qui, s'ils ont 200 000 francs CFA, leur vie va changer de comme crédit pour exercer un travail qu'ils savent bien faire. C'est ça, la gestion de la caisse commune. Parce que ce qu'on utilise pour payer vos salaires et pour vous donner ces 40 000 francs de plus, c'est ce que cotise chacun des Béninois, y compris ceux qui n'ont pas accès aux soins de santé, y compris ceux qui n'ont même pas du tout accès à l'éducation. Et aussi, ils payent. Et c'est eux qui sont les plus nombreux, c'est eux qui payent davantage. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que notre rôle est d'utiliser la caisse commune dans laquelle cotise chacun de nous et davantage ceux-là, ils payent plus que nous. Les plus pauvres contribuent à la caisse commune plus que nous qui sommes les privilégiés. Comment on fait pour que, globalement, bien que ce que vous avez aujourd'hui ne vous suffise pas pour satisfaire les besoins essentiels, ceux qui ont encore moins, qui n'ont même pas accès à l'eau potable,
Et donc c'est l'argent qui vous soigne, qui vous paye, pardon. Je vais ouvrir une parenthèse parce que cette question, à force d'en parler, heurte mon éthique, ma morale, en tout cas, depuis que je suis au contact de la réalité. Les gens cotisent, payent pour payer les salaires des fonctionnaires. Mais ceux-là, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à vos services. Combien de gens dont les cotisations permettent de payer les agents de santé, combien d'entre eux ont accès aux soins de santé? Combien d'entre eux? Pourtant, c'est eux qui paient vos salaires. Ce que je veux dire, c'est que quand vos repères, c'est pour acheter un croissant le matin, qui est à 800 francs, il vous manque encore 600 francs, parce que vous n'avez que 200 francs comme consacré au petit déjeuner, il vous manque 600 francs. 600 francs, ça peut nourrir des gens pendant 2 jours. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est pour ça, monsieur le syndicaliste, que nous œuvrons à trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de manière générale de tout le monde. Parce que quand vous avez accès aux soins et que les autres n'ont pas accès aux soins, quand ils sont malades, ils n'ont pas de quoi se faire soigner, ils ne peuvent plus produire pour manger. C'est pour ça que nous avons besoin d'argent pour mettre en œuvre l'accès de tous à la santé. Et il faut beaucoup d'argent pour ça. C'est pour ça que nous voulons que les gens ne souffrent plus, ne meurent plus de maladies infectieuses liées à la consommation d'eau impropre à la consommation. Il faut beaucoup d'argent pour ça. C'est pour ça que nous disons, il faut construire des centrales électriques pour qu'il y ait de l'énergie pour tous, afin que nous puissions produire davantage, créer des emplois. Il faut beaucoup d'argent. Mais 70 milliards d'augmentation de salaire des enseignants, sur 10 ans, ça fait combien? 700 milliards. C'est ça qu'il faut calculer. Si nous faisons ça aujourd'hui, comme ça, sans réfléchir à ce que nous allons collecter comme impôt, comme ressources, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons prendre un engagement de 700 milliards sur les 10 ans à venir et nous allons finir par consommer plus de 100% des recettes douanières et fiscales du pays. Ça ne va même pas suffire pour payer rien que les enseignants. Si jamais, d'ici là, nos recettes ne sont pas doublées. Parce qu'on ne peut pas aller au crédit pour payer les salaires. On ne peut pas aller au crédit pour payer les salaires. Personne ne peut pas de là pour payer les salaires. C'est pour ça que notre responsabilité, c'est de regarder les exigences du pays, vos exigences, de regarder ce que nous cotisons, nous tous, et de les répartir sereinement. Moi, je veux bien. Je serais heureux de vous donner satisfaction parce que vous allez être content. Vous allez dire, mais il travaille très bien, le président, on est heureux. Je serai... Mais qui refuse d'être apprécié, d'être aimé? Moi, je voudrais être votre chouchou. Quand vous allez me voir, que vous m'embrassiez, même sur les lèvres, je voudrais bien, même si je n'ai pas de tendance. Mais si je pouvais, je le ferais. Mais on n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que je vous prie d'entrer dans la négociation, comme c'était le cas, nous discutions, nous regardons ce qui est possible de faire, en disant que l'effort est partagé. Et je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement fait des efforts. L'ensemble des revenus de salaire, de fonctionnement des ministères, de la présidence, nous faisons l'effort de les réduire depuis que nous sommes là. Et ça fait 2 fois consécutivement que nous avons réduit ces dépenses globales, de manière globale. Donc l'effort est partagé. N'écoutez pas les ragots. C'est vrai que je ne passe pas mon temps à démentir les mensonges, les intoxications, c'est vrai. Moi, ma vie est faite de ça. Et j'ai appris que celui qui passe son temps à regarder, qui l'insulte, qui le méprise,
qui lui fait l'amour dans son dos, il n'avance pas. Parce qu'il faut également du temps pour répondre, pour démentir les mensonges. Le Bénin est un pays, excusez-moi, où le business du mensonge est le plus florissant. L'intoxication. Bon, c'est pas grave. Mais vous qui êtes initiés, qui savez la vérité, ne regardez pas ça. Ne mettez pas de l'eau au moulin à ceux qui ont du plaisir, ont un intérêt à créer chaque semaine un événement, une intoxication, à diffuser sur la toile. Cette histoire de camion, est-ce que ce n'est pas une bonne action? Comme on a fait pour les motos. Est-ce que demain ce ne serait pas bien? Comme pour les bus, les minibus, où on a dit, pour qu'il y ait des minibus au Bénin, on va enlever la douane sur l'acquisition des minibus neufs. On le fait pour les camions, pour que les transporteurs puissent acheter des camions neufs, parce que notre parc est vieux. Et que le pays est devenu un dépotoir de vieux camions. Les gens ont dit non, c'est parce que Talon, sa famille veut acheter des camions même. Et dès qu'ils ont acheté des camions, ils ont fermé. Et la femme du marché a cru à ça. Dites-lui que c'est faux, que c'est un mensonge. C'est pas grave, mais dites-lui ça au moins, que c'est faux, c'est un mensonge. Et je voudrais que chacun de vous, sans être mes partisans, mes témoins, vous n'en rajoutiez pas. C'est ça. À défaut de démentir, n'en rajoutez pas. Parce qu'il y en a qui sont payés pour créer toutes les semaines le mensonge, l'intoxication. Et pendant les 5 ans, pendant les 3 ans qui me restent, là, ils vont le faire. Et moi, je vais consacrer mon temps, mon énergie, mes heures à travailler pour le pays entier et non à démentir. Vous savez, ce général Mathieu Kérékou a dit, paix à son âme, et si les ragots, les mensonges peuvent faire vendre les journaux, laissez les gens dire ce qu'ils veulent sur moi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je fais, réellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le mensonge a de l'effet. Moi, ma tante, une tante à moi, l'une des rares qui me reste pas interpellée. Pourquoi tu fais autant de bêtises? J'ai dit, qu'est-ce que je fais autant? Elle m'a sorti cette affaire de station. Pourquoi moi-même, je crois, je vais acheter des stations, je vais créer des stations pas dans le pays, que je prends l'argent du pays. Je dis, mais les stations, je ne sais même pas à qui ça appartient, c'est pas vrai, c'est pas à moi les stations. Elle était malheureuse. C'est vrai que c'est difficile pour ceux qui savent que c'est les mensonges, qui sont conscients de ce que nous faisons, ils en souffrent. Mais je vous en prie, je ferai l'effort de temps en temps de faire démentir, mais je ne veux pas passer mon temps à démentir toutes les semaines ce qu'eux, ils vont inventer parce qu'ils sont payés pour ça. Moi, je regarde le bilan de ce que je fais au quotidien, de ce que nous planifions, de ce que nous faisons, et dans quelques années, quel va être le résultat? Quand il y aura des marchés dignes de ce nom, à Cotonou, à Azové, à Malanville, à Parakou, dans les villes de Cotonou, on va commencer la construction bientôt. Quand on va démarrer l'asphaltage des rues, quand vous achetez des voitures, 10 ans après, les voitures sont en panne. Quand ce n'est pas le crémaillère qui est foutu, ce sont les roulements ou quelque chose. Personne ne peut utiliser ici, sérieusement, une voiture pendant 10 ans et la voir encore pour les 10 ans à venir. En France, les gens achètent des voitures, les voitures font 20-30 ans. On est pauvre, on ne peut pas pourquoi. Il n'y a pas de rue. Les trous, les voitures ne sont pas faites aujourd'hui pour recycler dans des trous. Voilà des choses qui nous appauvrissent davantage. Il faut faire les rues de Cotonou, de nos grandes villes, pour que cela ne nous appauvrisse pas davantage. Moi, c'est cela que je vous invite. Vous me direz que ce n'est pas votre rôle. Mais vos revendications sont autant de freins à la mise en œuvre de ce qui relève de l'intérêt général. Et je voudrais vous prier pour finir. De ne plus revenir sur ce qui a mis le feu aux poudres. Ce n'est pas le moment. Si ce débat revient un jour, on fera le débat sereinement. Si ce débat revient dans 10 ans, vous ferez sereinement avec ceux qui vont faire le débat à nouveau. Pour savoir, est-ce qu'il convient de permettre à l'armée de faire grève? S'il convient de permettre à la police de faire grève? Est-ce qu'il convient de permettre aux pompiers de faire grève? S'il convient de permettre aux agents de santé de faire grève? Quand ce débat reviendra, vous le ferez. Pour le moment, c'est clos. Reprenons notre vie normale
avec nos problèmes. Puis les problèmes, on en aura toujours. Le problème de salaire, de pouvoir d'achat, de SMIC, de statut particulier. Ce n'est pas demain la fin. Hein. Si quelqu'un nous dit que ces problèmes-là vont nous suivre toute notre vie, après vous, ceux qui viendront aussi auront ces mêmes problèmes. Donc, pourquoi ne pas essayer de les gérer, d'en discuter sereinement, tout en faisant fonctionner la nation, en allant au travail, en méritant nos salaires, en se disant qu'en face, le gouvernement a quand même de bonne foi, même s'ils peuvent se tromper, même s'il manque de dialogue. Si quelque chose a mis le feu aux poudres à tort, il est derrière nous. Et c'est la seule prière que je vais vous faire ce soir, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes dans la dynamique de régler les problèmes en fonction de nos moyens. On n'a pas changé d'option. Les engagements que nous avons pris, nous en tout cas, on va les respecter et on les respecte. Les échéanciers qu'on a convenus, qu'on a signés avec le syndicat de la santé, nous les respectons. Donc il n'y a rien sur lequel on peut nous prendre à défaut. Pourquoi vous continuez de faire grève? Pourquoi? Et c'est juste parce que le Parlement a agi sur ses prérogatives. Oublions ça. Jusqu'à ce que le débat revienne. Et en ce moment, même ce débat revenait un jour, je vous en prie, faites-le sereinement, ce débat-là. Ne le faites plus en utilisant les moyens inappropriés. Je vous remercie. Je constate de façon générale qu'il y a beaucoup de difficultés, puisque nos militants qui ont déposé des motions dans chaque secteur attendent des solutions à leurs problèmes. Les débats n'ont pas encore été menés, puisque nous avons retenu dans la planification la commission, la partie gouvernementale de la commission doit discuter avec nos militants, secteur par secteur, pour trouver des solutions. Mais il faut quand même présenter certains problèmes. Il y a au niveau du ministère des Finances des travailleurs qui avaient été recrutés par la fonction publique contractuelle au niveau des impôts et qui sont aujourd'hui sur le point d'être licenciés. Ils ont reçu l'aide de licenciement pour certains pour janvier 2018. Et il y a ceux qui étaient au MCI et qui avaient été reversés au ministère des Finances qui viennent de recevoir une lettre de licenciement. Pendant ce temps, l'État a recruté des gens. Bon, au niveau de l'enseignement, c'est vrai, il y a des dossiers très importants tels que les dossiers des vacataires, à qui on impose la bancarisation du salaire. La bancarisation du salaire fait que des gens qui sont dans des brousses où il n'y a pas de banque, ils courent pour aller ouvrir un compte. Et lorsqu'ils font les cours, on enregistre le nombre d'heures et on fait le point avant que ça n'aille là-bas pour que le gouvernement verse à la banque. Ça met du temps et lui-même doit se déplacer. Des gens sont là sans salaire. Est-ce qu'il ne faut pas voir comment faire pour au moins leur faciliter la perception de leurs heures de vacation? Pour terminer, au niveau des enseignants du secondaire, toujours, il y a une catégorie d'enseignants. Dans la période de reversement, certains étaient inscrits en faculté, d'autres dans les écoles normales. Certains ont eu la maîtrise, d'autres ont eu le CAPES. Et au moment du reversement, on a dit non, on prend leur licence. Puis après, on dit, on ne leur reconnaît pas leur CAPES. Maintenant, on dit qu'il faut qu'ils passent un concours avant qu'on ne leur reconnaisse leur CAPES. Or, ils n'ont plus, ils ne peuvent plus, l'école normale ne peut plus leur délivrer un BAPES. Ils ont le CAPES. Et ils enseignent avec le CAPES. Ils tiennent les classes terminales. Voilà, je souhaiterais que ce problème soit réglé pour qu'on ne continue plus. Alors que vous parlez souvent de compétences, je pense que c'est le moment de valoriser leurs compétences. C'est des cas. Et que je souhaite que pour tous les autres cas, que les ministres soient attentifs. Mais que la privatisation, Monsieur le Président... Non, vous l'avez dit suffisamment. Est-ce que vous n'êtes pas conscient d'une chose, que tant que l'homme vit, il sera confronté à des problèmes, à des incompréhensions, et que la vie en communauté, en société, nous impose des échanges, des discussions au fil de la vie. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous devons régler tous nos problèmes à l'instant même, avant de dire que nous allons aller au travail? Est-ce que l'important n'est pas d'avoir la volonté de s'écouter, de régler les problèmes et de prendre date
pour échanger. Oui, Vous avez cité beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons, peut-être pas assez, pas suffisamment. Il y a des choses sur lesquelles, des choses qui ont été déjà réglées, que vous évoquez, peut-être que vous ne savez pas. Il y a des choses dont on n'a pas entamé le règlement. Mais tant que nous allons exister sur cette terre, nous serons confrontés à ça. S'il y a des choses qui sont graves, qui sont urgentes, parlons-en. S'il y a des choses qui ont amené la crise, et que ces choses-là sont du passé, oublions-les. Et ce qui justifie votre existence, pendant toute la durée de votre mandat en tant que responsable syndical, c'est de pouvoir évoquer ces questions-là, de les régler one by one au fur et à mesure, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne la succession et s'attaquera pour se poser à celui-là. Le jour où il n'y aura plus de problème entre l'État et les fonctionnaires, c'est que la vie n'existe plus. C'est que c'est la fin du monde. Donc, ceci étant une vérité, allons-y. Mais ne disons pas que tant qu'on n'a pas tout réglé, ou tant qu'on n'a pas réglé ce qui vous estimez urgent et indispensable, même si on n'a pas les moyens, la vie s'arrête, surtout que ce n'est pas ces problèmes-là qui ont généré la crise. C'est pour ça que je m'évertue depuis un moment à vous dire que le dialogue est insuffisant. Ça, je l'ai reconnu. Vous l'avez dit plusieurs fois. Nous n'avons pas l'occasion d'échanger souvent. Nous n'avons pas l'occasion de nous expliquer sur nos choix et de faire parfois les choix avec vous. C'est réel, c'est vrai. Mais vous pensez qu'à force de me le dire, à force de le dire, nous n'allons pas nous résoudre à le faire? Si. Mais ce quoi je voudrais, vous nous jugiez, c'est que depuis que nous sommes là, chaque fois qu'on s'est engagé à faire quelque chose, est-ce qu'on ne l'a pas fait? Alors, si c'est le cas, après la décision de ce soir, je ne suis pas en train de conclure, je voudrais compter sur votre ensemble de responsabilités pour que les discussions continuent, mais dans une autre ambiance. Que les grèves illimitées, répétitives, ne soient plus le seul moyen d'aller en discussion. Et de noter que nous sommes de bonne foi, que nous avons la volonté d'avancer, que nous avons la volonté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, des fonctionnaires et des autres, de nos autres citoyens, et que ce sera la transparence. Car à l'avenir, je venais de vous dire, la crise enseigne toujours quelque chose. Ces situations, à la limite, font du bien à la démocratie. Là où moi je vous attends, c'est dans la séance de discussion sur la recherche de consensus. Et quand nous allons vous présenter nos situations, la situation des comptes, je voudrais vous voir capable de trouver des consensus et de mettre le gouvernement à l'épreuve de l'exécution des consensus. Parce que si vous empêchez le consensus, vous ne pouvez pas légitimement dire que le gouvernement n'exécute pas ses engagements. Trouvez les moyens d'arriver à des consensus et vous verrez si le gouvernement actuel ne respecte pas ses engagements. Oui, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Sur les 230 personnes, parce que c'est important de dire la vérité, cette question a fait l'objet d'une question orale au gouvernement. Nous avons, madame la ministre de la fonction publique et moi, traité de ça. Il n'y a pas eu de licenciement de ces 230 ACE. Ils sont aux finances, ils travaillent. Tout le monde peut le confirmer. Donc, quand vous annoncez qu'on les a licenciés... Il ne sait pas, peut-être qu'il a évoqué, il a voilà, dit, mais bon, ce n'est plus... Ils ne sont pas licenciés. Ce n'est pas nécessaire, monsieur le ministre. Monsieur le président du Conseil économique et social. Je voudrais tout d'abord saluer cette rencontre. Saluer les responsables syndicaux, surtout par l'initiative que j'avais prise en les rencontrant, les 7 secrétaires généraux des centrales. J'ai saisi l'occasion pour leur dire encore merci pour ce respect au nom de mon institution. Monsieur le Président, à cette rencontre, ils ont montré leur bonne volonté
d'aller vers le dialogue, d'aller au dialogue avec le gouvernement. Ce jour, c'est chose faite. De ce que je viens d'écouter par rapport à nos échanges, à nos discussions, prouve l'intelligence indiscutable de l'homme type béninois, du citoyen béninois. Nous pouvons aller va-t-en-guerre tout ce que nous pouvons, mais nous nous rencontrons toujours autour d'une table de négociation. Ce que je voudrais retenir plus de cette rencontre, c'est les discussions franches constatées de part et d'autre. Monsieur le Président de la République, je constate un dialogue franc de votre côté, de même du côté des secrétaires généraux. C'est la preuve que ce soir, la crise que nous connaissions depuis quelque temps est en train, est même déjà apaisée. Je voudrais demander à mes amis syndicalistes de mettre la balle à terre. Je deviens désormais témoin de tout ce qui est dit ici. Monsieur le Président. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le CNDS est prêt à jouer sa partition et souhaiterait très sincèrement que vous lui fassiez confiance, que les partenaires tripartites lui fassent confiance et que l'appui nécessaire nous soit apporté pour que nous puissions nous acquitter vraiment de notre rôle, des attentes que tout le monde place en nous. Je vous remercie très sincèrement pour la séance. Et je voudrais demander aux collègues syndicalistes, sans interférer autrement dans l'action qu'ils mènent, d'essayer quand même de prendre de la hauteur, de considérer ce qu'a dit le président de la République, c'est-à-dire qu'il a pris des engagements au nom du gouvernement et il pense qu'il pourra faire ce qui est faisable le moment venu. Je nous connais, je sais que vous avez la capacité de maintenir la troupe. Ce qu'il demande ou ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est que, étant entendu que ce qui semble être le vrai motif de l'arrêt du travail, à savoir le retrait du droit de grève à certaines catégories, étant entendu que cette question-là est évacuée, je crois que tout le reste peut être négocié avec les militants. Donc, personnellement, je vous l'avais dit, et je souhaiterais que vraiment vous preniez de la hauteur et que, ensemble, nous cherchions à convaincre davantage les militants et que le travail reprenne en attendant l'évaluation, la commission qui est chargée d'évaluer les choses, la question des arrêtés, tout cela, je crois que ça peut être vu. Ça ne peut pas être la démobilisation complète, mais je crois que vous savez maintenir la troupe en alerte. Donc, une fois encore, personnellement, je compte sur vous, chers collègues syndicalistes,
Monsieur le Président de la République, merci pour nous avoir conviés à cette séance. Merci. Merci, Monsieur le Président, CNDS. C'est vrai que nous avons passé du temps, mais le temps est passé trop vite aussi. Je n'ai pas l'impression que nous sommes en train de passer 5 heures ensemble. S'il le faut, rester davantage, mais rester davantage n'apporterait peut-être rien de plus. Je voudrais, sur ce, remercier les uns les autres pour votre disponibilité. Souhaiter que, de manière sectorielle et au sein des diverses commissions, nous puissions nous engager dans le dialogue, que les commissions travaillent et que, au fur et à mesure, nous puissions trouver des consensus que d'ores et déjà le gouvernement s'engage à mettre en œuvre. Personne, je crois que personne ici ce soir ne s'attendait ou ne s'attend à une réponse, à une satisfaction sur un tel ou un tel point. Les revendications qui ont été exprimées et qui ont fait l'objet de discussions avec les ministres sont des sujets qui ne datent pas d'aujourd'hui, des sujets sur lesquels nous avons déjà pratiquement des accords de principe sur le cheminement. Je vous répète que donc on n'a pas remis en cause ces engagements et nous mettrons davantage de détermination dans le consensus à trouver de manière à ce que vous puissiez, au sortir de cette séance, dès demain, appeler les uns les autres à retrouver une ambiance de sérénité, un cas de travail normal, qu'on retourne au travail, afin que le calme nécessaire pour trouver et mettre en œuvre les solutions de consensus soit ce cadre soit rétabli, comme ça rétabli dès demain. Moi, je voudrais vous rassurer en ce qui me concerne, vous rassurer de ma disponibilité et de mon souhait à pouvoir vous rencontrer plus souvent. Ça, je le souhaite bien. J'espère que je trouverai l'occasion de le faire le plus souvent que cela sera possible. Mais je sais que si nous parvenons à cela, cela va faciliter la compréhension. Donc, je vais m'y faire. Je ne suis pas quelqu'un qui sait beaucoup communiquer. C'est mon défaut. C'est une insuffisance de ma personnalité. Je ne sais pas, je ne suis pas éloquent, je ne sais pas débattre. Et c'est pour ça que parfois j'évite les rencontres. Mais j'ai la volonté de travailler. C'est cela qui me caractérise. Mais comme cela est une exigence, je ferai l'effort de vous voir souvent et je vais m'habituer à la chose. Donc, ma conclusion était que ce qui vous paraît essentiel, et je l'ai noté, c'est le manque de dialogue, d'échange. Et j'ai pris l'engagement que cela se fera davantage. C'est la seconde fois que je le dis, mais ça fait déjà 2 fois qu'on se rencontre en quelques mois. Même si c'est à l'occasion de la crise, mais c'est quand même ça se fait. Et je l'ai programmé déjà depuis 2 semaines, il n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, on l'a fait. On le fera plus souvent. Alors, est-ce que je peux compter? J'espère que je vais pouvoir compter sur votre compréhension, votre sagesse et votre compréhension de ce que cette situation ne profite à personne. Ben, je compte sur vous. Merci. Séance est levée.